Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour la première vidéo de 2025, donc déjà bonne année 2025. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais me faire un thé et on va se mettre bien cosy. Voilà, là on est bien. Alors moi techniquement, là où je filme cette vidéo, on n'est pas en 2025 parce qu'on est mi-décembre. Et évidemment, pour cette première vidéo de 2025, je pense que je me devais de faire une vidéo un peu bilan de 2024, ce que j'ai envie de faire en 2025. Je pense que c'est le genre de vidéo que moi j'aime bien regarder. Et ça me permet aussi de dire devant tout le monde ce que j'ai envie de faire. Et comme ça, après, je peux pas me défiler, tu vois. Non pas que j'ai des énormes projets pour 2025, mais je me dis, au moins, si tout le monde est au courant de ce que je veux faire, bah encore une fois, je peux pas me défiler, quoi. Mais avant de parler de la nouvelle année et tout ça, je pense qu'il est important de faire une rétrospective sur mon année 2024 qui a été très chargée. Et surtout, c'est une année où j'ai l'impression que j'ai quand même moins parler et moins partager. En fait, c'est pas une impression, c'est j'en suis persuadée. Parce que finalement, ça a aussi été une année où j'ai eu beaucoup moins de temps. C'est-à-dire qu'il y a des jours où finalement je voyais pas du tout la journée défiler et juste le fait de prendre mon téléphone, de faire des stories ou de me dire que j'allais parler de ça dans tel vlog ou tel vlog, ça passait complètement à la trappe. J'ai aussi fortement réduit le nombre de vidéos que j'ai fait cette année parce que je suis passée de, je crois, jusqu'à mi-2023, je faisais genre une vidéo par semaine et je faisais ça depuis genre 6 ans. À une vidéo maintenant toutes les 2 semaines, sauf là au mois de décembre où je m'étais suffisamment avancée pour en proposer une par semaine, mais bah finalement j'ai quand même réduit ma fréquence de vidéo de moitié, donc nécessairement il y a plein de choses parfois dont j'ai envie de parler qui passent aussi à la trappe à ce moment-là. Mais j'ai déjà commencé à divaguer et je pense que on va commencer au début de l'année 2024. Parce que l'année a commencé de manière très différente pour moi et je pense à juste titre. Parce que fin janvier, j'ai accouché. Voilà, je pense que c'est pas le genre de choses qui arrivent tous les ans, loin de là. Enfin, perso, c'est pas mon cas et ça va pas être le cas. Et donc j'ai accouché de mon fils fin janvier. J'ai passé donc le mois de janvier complet à juste attendre qu'il naisse. Je n'en pouvais plus, d'accord? Vraiment, je n'en pouvais plus. Et en fait, vu que donc tout le mois de janvier 2024, j'étais en congé maternité et j'attendais juste que mon fils arrive, tout simplement, qu'il daigne venir au monde. Spoiler alert, il n'a pas daigné venir, j'ai été déclenchée tellement il était en retard, d'accord? Ben en fait, ça a été un mois un peu compliqué pour moi finalement, alors que je pensais que j'allais pouvoir en profiter pour faire plein de trucs que je voulais, pouvoir me reposer avant qu'il arrive. En fait, ça a été tout le contraire dans le sens où c'est impossible de se reposer à 9 mois de grossesse, d'accord? T'es juste une énorme baleine. En plus, j'avais tout le poids de grossesse que j'ai pris sur mon ventre. Pour me retourner la nuit du côté gauche au côté droit ou inversement, je mettais 5 minutes comptées. C'était une galère. Donc, tu dors pas, en fait, le dernier trimestre. Donc, le truc de oui, dors avant que le bébé arrive et tout. Comment tu veux que je dorme, en fait? J'ai 16 kilos sur le vide. Donc oui, tout ça pour dire que ça a été un mois un peu compliqué aussi parce que vu que moi mon fils s'est carrément fait attendre pour arriver, j'avais des messages dans tous les sens de alors il est toujours pas là, alors il est toujours pas là. C'est la pire chose à faire à une femme enceinte, je trouve. C'est peut-être pas la pire chose, mais c'est vraiment un truc super chiant quand tu reçois des messages de alors il est toujours pas là, alors que même toi t'as juste envie de ne plus être à ton état de cachalot en fait. Donc finalement j'étais quand même vachement limitée dans mes mouvements, un peu normal à 9 et je suis même arrivée à 10 mois de grossesse tellement mon fils est arrivé en retard, que en fait je me sentais juste inutile. J'avais l'impression d'être un poids mort et de servir à rien. Après voilà, c'était pour la bonne cause, mais c'est vrai que sur le moment, t'as un peu du mal à te le dire parfois que c'est pour la bonne cause, tu vois. Et donc ensuite, j'ai accouché, mon fils est arrivé, et je suis rentrée dans une autre période, qui est donc le postpartum. Et là, ta vie, d'un coup, elle fait un 180 degrés, et tout le monde te prévient, mais tu sais pas ce que c'est avant, en fait. Et donc moi, vraiment, les premiers mois de 2024 ont vraiment été rythmés par ça. Donc ma grossesse, mon accouchement et mon postpartum, de janvier jusqu'à... honnêtement, j'ai eu l'impression de commencer à sortir la tête de l'eau, je dirais, au mois de mai. Pas avant.
Déjà parce que moi mon postpartum au début a été très compliqué. En fait j'ai eu 3 doses de péridurale et une dose de rachianesthésie parce que j'ai accouché par césarienne et en fait plus t'as d'anesthésie, enfin de doses d'anesthésie, plus ton corps se remet difficilement, là en l'occurrence moi de l'accouchement, mais ça peut être pareil dans le cadre d'une opération par exemple. Alors déjà je pense que pour une femme qui accouche naturellement par voie basse, t'as l'impression qu'un camion t'est passé dessus. Alors moi laisse tomber quoi, j'avais je ne sais pas combien de camions qui m'étaient passés dessus, du coup c'était vraiment très compliqué de me remettre de l'accouchement. Après du coup le postpartum avec tout ce qui vient avec, le manque de sommeil, les nuits hachées. Même si c'est des choses dont on te prévient, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça affecte au quotidien, en tout cas dans les premières semaines et les premiers mois. Et pour le coup, en fait, j'avais plus du tout l'impression d'être moi, en fait. Les premiers mois, justement, de 2024, tu deviens un alter ego qui fonctionne au quotidien, tu ne sais pas comment, mais qui fonctionne parce qu'il n'a pas d'autre choix que de fonctionner. Et vraiment tu fais un 180 sur ta vie, tu te demandes quand est-ce que tu vas sortir la tête de l'eau. Parce que, en fait, s'occuper d'un bébé sur le principe c'est pas compliqué. Mais c'est tout le côté mental et toute la découverte de tellement de choses par rapport à ton bébé qui je trouve sont compliquées. C'est du coup un moment où j'étais donc encore en congé maternité, je me suis occupée que de mon fils, je suis très contente d'avoir eu cette période-là avec mon fils. Mais c'est vrai que tu t'oublies complètement là-dedans et enfin c'est dur en fait, parce que quand t'as vécu 30 ans à devoir ne t'occuper que de ta personne, quand littéralement en l'espace d'une nuit, et moi en l'occurrence en l'espace de 9 heures entre mes premières contractions et le moment où j'ai accouché, tu te retrouves à devoir donc t'occuper d'un petit être qui n'a rien demandé, qui ne même pas demandé à être là, tu vois. Et en fait tu passes de 0 à 100 en l'espace de 9 heures dans mon cas. C'est pas en l'espace de 9 mois, c'est en l'espace de 9 heures. Parce que tu peux te préparer, je trouve, autant que possible avant. Finalement, il n'y a rien qui te prépare. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est mon expérience et je suis persuadée que c'est pas l'expérience d'autres femmes et voilà, mais ça a été une grosse claque dans la gueule, en fait, de t'abandonner complètement à ce rôle. Et je dis pas du tout ça en mode j'ai des regrets ou que c'est pas le cas, hein. Genre, littéralement, je partirai en enfer et j'irai combattre Satan pour mon fils, d'accord? Mais toujours est-il que ça reste compliqué d'oublier complètement ton identité en l'espace d'une nuit. Et du coup, ça m'a amené tellement de réflexions cette année, genre sur moi, sur ma personne, sur ce que je veux dans la vie, enfin sur plein de trucs, parce que finalement, en fait, le fait d'avoir complètement changé de vie, du coup, enfin en tout cas de quotidien, ça m'a forcément amené à me poser des réflexions sur ma vie de manière générale. Et je me suis rendu compte quand même de pas mal de choses, ou en tout cas de quelques petites choses qui pour moi sont quand même assez importantes. En fait, quand j'ai un peu commencé à réfléchir à cette vidéo et à la préparer, je me suis rendu compte qu'une des choses que j'ai réalisées cette année, c'est que ce qui m'a pesé, c'est de pas voyager. Donc je dis ça, on s'entend, c'est un problème de riche, d'accord? Enfin, c'est-à-dire que j'ai quand même très bien vécu cette année, je suis pas partie dans un état dépressif ou quoi que ce soit parce que je n'ai pas voyagé, juste je me suis rendu compte que ça m'a quand même un peu pesé. Voilà. Alors on s'entend que je savais très bien qu'en 2024 j'allais nécessairement moins voyager parce que j'ai accouché, qu'avec mon mari on se sentait pas nécessairement de partir vadrouiller avec notre fils pendant ces premiers mois, qu'on était fatigué aussi, et juste en fait même si j'adore voyager, que j'ai une chaîne YouTube, un blog qui parle de voyage, un moment, c'est pas tout le temps la priorité et on savait que ça serait pas la priorité cette année. Donc on était quand même ok avec ça, c'est pas le souci. Et d'ailleurs, on en a quand même profité pour voyager, parce que donc, tu remontes à mes quelques dernières vidéos, on a quand même fait une semaine au Maroc au mois de novembre, donc on va dire qu'on n'a pas voyagé. On a aussi fait quelques week-ends en France, on est notamment allé à Lyon et à Annecy, on est allé au bassin d'Arcachon, on est allé voir des copains à Bordeaux, j'ai aussi fait mon enterrement de vie de jeune fille à Biscarrosse, donc voilà, on a quand même bougé finalement. Sauf qu'en fait, après avoir passé une année 2022 à énormément voyager, parce que donc on a quand même visité le Jersey, on est parti quand même 2 semaines en Tanzanie, on a fait l'ascension du Kilimandjaro, et on est parti 3 mois et demi, 2 mois et demi, bon 3 mois en gros en Asie. Et ensuite 2023 où j'ai commencé l'année en Irlande et en Irlande du Nord, et après je suis partie 2 fois en Italie, forcément ça a été très différent cette année de rester tout le temps en France. Et ça m'amène à ma deuxième réflexion, c'est que je confirme que pour moi, voyager en France, c'est pas voyager. Alors je dis ça, si c'est voyager, mais c'est juste que c'est pas mon idée du voyage. C'est pas mon idée de dépaysement et de sortie de mon quotidien que moi je recherche en voyage. Pour autant, j'ai adoré les week-ends qu'on a fait donc au bassin d'Arcachon, à Lyon, à Annecy et tout ça,
mais j'ai pas retrouvé dans ces week-ends-là ce sentiment de dépaysement ou de sortie de quotidien que moi je recherche en voyage. Après, 2024 a aussi quand même été rythmé, donc mis à part l'arrivée de notre fils par le fait qu'on se soit marié cet été, donc pareil, ça a quand même pris beaucoup d'espace mental au début, franchement, mais c'est tellement une galère d'organiser un mariage. L'espace mental que ça te bouffe, oh, laisse tomber. Alors j'ai adoré me marier, mais organiser mon mariage, j'ai détesté. Donc finalement tout ça pour dire que 2024 ça a quand même été une année chargée, même si on a fait beaucoup moins de voyages, on a quand même fait quelques week-ends, mais ça a été une année vraiment chargée mentalement. Et surtout ça a été un changement de vie, de quotidien, et ça a quand même été des gros chamboulements. Honnêtement je crois que j'ai jamais autant pleuré que cette année. Et je dis pas ça en mode des larmes de tristesse, hein. Ça peut être des larmes de joie, ça peut être des larmes de fatigue aussi. Le sommeil c'est sous-coté les gars, c'est sous-coté, franchement. Je sais pas ce que j'ai fait pendant ma vingtaine, j'aurais dû dormir. J'aurais dû tellement plus dormir, c'est sous-coté. Une nuit de sommeil ininterrompu, j'en rêve. Je divague, reprenons. Dans mes réalisations 2024, j'ai quand même noté 2-3 trucs. Donc tout d'abord, première chose, je m'en doutais, j'adore être mère. Mais être mère ce n'est pas ma seule identité. Et j'ai pas envie de n'être que ça aux yeux des gens. Donc pas aux yeux des gens juste en ligne sur ma chaîne YouTube et tout ça, parce que j'estime que oui j'en parle parce que ça fait partie de mon quotidien, mais genre tout mon contenu tourne pas autour de ça, loin de là je pense. Mais même dans ma vie de tous les jours, j'ai pas envie d'être juste la maman, la mère et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a quand même 30 ans de ma vie où je n'étais pas mère avant, et j'ai d'autres facettes de ma personnalité qui ne sont pas juste être mère. Oui je suis mère, mais avant d'être mère je suis 16, avant d'être mère je suis My Travel Project, avant d'être mère je suis la fille d'eux, la sœur d'eux, avant d'être mère je suis freelance, avant d'être mère je suis la pote, avant d'être mère je suis la femme d'eux, et juste avant d'être mère je suis aussi moi. Et en fait l'image que la société m'a un peu renvoyée cette année, c'est qu'à partir du moment où tu deviens mère, tu n'es que mère. Et je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que oui, ça fait évidemment partie de moi, et c'est pas du tout quelque chose que je nie, juste je ne suis pas que ça. Et en fait, j'ai pas envie de me définir juste par rapport à ça, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui me définissent. C'est pour ça tous les termes de mompreneur, désolée mais je déteste. Putain, je me suis renversée du thé partout. Oh, pose ta tasse ma fille, tu feras moins de conneries. Et en fait je dis ça dans le sens où je me suis rendu compte que ça a été vachement important pour moi à partir du mois de juin de reprendre le travail, et au début ça m'a énormément fait culpabiliser d'être contente de reprendre le travail, alors qu'en fait pour moi c'était vraiment un besoin pour juste mon équilibre en fait. Sauf qu'on est toujours, je trouve, à nous faire culpabiliser de devoir complètement s'abandonner à notre enfant ou à nos enfants à partir du moment où on est mère. Et en fait, moi je me dis que si je m'abandonne complètement à mon enfant, il va clairement pas avoir la meilleure version de moi comme mère, quoi. Je trouve que c'est un peu compliqué de parler de ce genre de sujet parce que on a rapidement tendance à nous faire culpabiliser comme si on se donnait pas à 100% pour son enfant et tout. Je mettrai le lien d'un vlog en barre d'infos de Charlène, c'est une formatrice pour les profs de FLE, si je dis pas de bêtises, qui habite au Japon, et je la suis depuis au moins 7 ans, et elle est devenue maman aussi au Japon, et elle en parle hyper bien dans un vlog, et en fait j'ai complètement la même vision qu'elle. En fait j'ai pas trop comment terminer ce point parce que je pense qu'il n'y a pas de conclusion à proprement parler, mais je pense que j'avais besoin de l'extérioriser. Un deuxième truc que j'ai réalisé cette année, c'est que j'aime beaucoup partager. Bon ça je le savais déjà parce que je partage littéralement des infos de voyage sur un blog depuis genre 10 ans. Mais j'aime vraiment partager, j'aime transmettre. Et je me suis vraiment rendu compte de ça quand je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus envie de parler de freelancing. Je sais que c'est un sujet qui parle pas à tout le monde, tout simplement parce que tout le monde n'a pas envie d'être freelance. Et je le conçois totalement. Pour moi ça fait tellement de sens d'en parler parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir ma liberté de manière générale. Je parle pas juste de liberté de mouvement, mais juste de liberté d'organisation, de liberté dans ma vie. Et surtout c'est aussi ce qui m'a permis de davantage voyager, ou en tout cas de plus voyager selon mes termes. Donc pour moi c'est complètement relié en fait au sujet que j'aborde aujourd'hui de manière générale sur ma chaîne, sur mon blog et tout. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup plus envie d'en parler. Et en fait je me rends compte que j'ai vraiment envie de partager davantage de ma vie, enfin en tout cas de ce côté-là de ma vie de freelance, de comment ça se passe, parce que moi c'est du contenu que j'aime consommer, c'est du contenu que j'aime partager aussi quand j'en fais. Et en fait je me rends bien compte parfois quand je parle en DM avec certaines personnes qui veulent se lancer en freelance ou qui se demandent comment trouver des clients en freelance, enfin toutes les appréhensions qui viennent avec le fait de se lancer à son compte.
je me rends compte que j'aime vraiment genre transmettre mes conseils, mes bons plans, mes astuces par rapport à ça. Et c'est vraiment un souhait que j'ai pour 2025. Ça serait d'accompagner des gens en freelance, de pouvoir les aider à vraiment construire leur projet pour lancer leur activité. Franchement, ça me ferait trop kiffer. Je pense que c'est aussi une partie de moi qui est moins reliée au voyage et que j'ai envie de montrer aussi parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup partagé mes voyages, ma vie à l'étranger et tout ça et c'est super cool. Mais en fait, il y a quand même 4 jours par semaine où je travaille quoi. Donc je pense que c'est quand même une grosse partie de ma vie aussi. Le prochain point a aussi été une grosse réalisation, mais c'est pas arrivé genre comme un choc en mode oh waouh, je m'étais jamais rendu compte de ça ou quoi que ce soit. Forcément, avec le fait d'avoir accouché, d'avoir eu un nouveau-né, d'avoir été en congé mat, on a passé beaucoup de temps à Saint-Malo. Et une chose est sûre, c'est que vraiment j'aime ma vie ici. Je pensais pas autant aimer ma vie ici quand on est arrivé il y a 3 ans et demi, parce qu'avant j'ai vécu que dans des grandes villes. Moi à la base je suis quand même originaire de Paris. J'ai vécu à Montréal qui est quand même une grande ville. J'ai fait mon stage de fin d'études à Phnom Penh qui est certes la plus petite capitale d'Asie, mais quand t'arrives avec tous les scouts, les tuk-tuk et tout ça, t'inquiète pas, c'est qu'une grande ville. Et quand j'étais au Brésil, j'ai vécu à Curitiba, donc c'est sûr que c'est pas la ville la plus connue du Brésil, mais ça fait quand même 2 millions d'habitants, donc ça reste quand même une grosse métropole. Et là j'arrive à Saint-Malo, 50 000 habitants, un petit peu mort l'hiver, on va pas se mentir. Et pour autant, je kiffe ma vie ici. Je trouve qu'il y a quand même des trucs à faire. On est littéralement à la mer. Il y a beaucoup de bonnes adresses, de bons restos. Je trouve qu'on a vraiment une bonne qualité de vie ici. Et vraiment, je me plais ici. Même si c'est pas la ville la mieux placée géographiquement, évidemment, quand tu veux partir pour un week-end, quand tu veux partir en voyage. Parce que depuis l'aéroport de Rennes par exemple, on n'a pas non plus énormément de vols, sinon il faut aller jusqu'à Paris et dès que tu veux partir en voyage en train, c'est la même chose, tu dois forcément passer par Paris. Mais pour autant c'est quand même le seul inconvénient que je pourrais trouver à ma vie à Saint-Malo actuellement. C'est juste que bon, c'est pas très pratique si tu veux partir en week-end quoi, à l'étranger je précise. Mais à part ça, vraiment, je suis très contente de ma vie ici, j'aime ma vie ici, j'aime mon quotidien ici. Et je pensais pas, encore une fois, autant aimer ma vie ici quand on est rentré du Canada il y a 3 ans et demi. Je l'avais déjà expliqué dans certaines vidéos, mais la dernière fois que j'étais revenue en France après avoir vécu à l'étranger, j'étais revenue à Paris. Et ça s'était super mal passé. Je revenais dans un quotidien qui était exactement le même que celui que j'avais quitté 2 ans et demi avant. Et donc ça avait été très compliqué psychologiquement pendant 6 mois au moins, je pense. Enfin vraiment, ça a été super dur. J'avais eu une impression de régression que j'avais énormément peur de retrouver il y a 3 ans et demi quand on a quitté Montréal et qu'on est revenu s'installer en France. Ça n'a pas du tout été le cas, donc très bien. Et pour autant, même si j'ai ma vie ici, je sens que j'ai besoin de changement. En fait, quand je me suis un peu posée avec moi-même pour essayer de trier mes pensées par rapport à ce sujet, je me suis rendu compte que j'adore mon équilibre de vie, mais à mon sens, il n'est pas encore optimal. Ou en tout cas, il n'est plus optimal parce que au bout d'un moment, t'as forcément des envies qui changent, au bout d'un moment, t'es plus aligné avec certaines choses. Et je me rends compte que c'est mon cas et que actuellement, je ne suis plus alignée avec certaines choses dans ma vie. Et je dirais même, on n'est plus aligné avec certaines choses dans notre vie. Et parmi les choses avec lesquelles on n'est plus aligné et qu'on aurait envie de changer, il y a le fait de vivre à Saint-Malo. Et encore une fois, c'est pas qu'on n'aime pas Saint-Malo, c'est juste qu'on a envie de changement. Et l'idée serait quand même, est-ce que ça se fera en 2025, je ne sais pas, mais en tout cas on va se renseigner pour. L'idée serait de repartir vivre à l'étranger. Alors en termes de destination, honnêtement, on n'a pas d'envie spécifique. Après évidemment, je pense qu'il y a des pays peut-être qui nous tenteraient plus que d'autres, mais on n'a pas envie de se restreindre et de se dire ok, on va chercher à partir vivre à l'étranger que dans tel et tel pays. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de réduire le champ des possibles. Donc une chose est sûre, c'est qu'on a envie de repartir vivre à l'étranger. Mais j'ai aucune idée de où et j'ai aucune idée du timing. Voilà, comme ça si on me pose la question, la réponse est là. Et si on a envie de repartir vivre à l'étranger, c'est pas du tout en mode « Ah, Saint-Malo c'est de la merde » ou « On n'aime plus la France c'est de la merde » et tout. Non, d'accord. Enfin, moi vraiment, je me suis rendu compte, et pour avoir eu ce discours il y a quelques années, c'est un discours qui me tend maintenant, parce que de toute façon, les gens sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Je dis pas que la France est parfaite, mais moi depuis que je suis revenue vivre ici, j'y trouve beaucoup plus de bons côtés que ce que j'aurais pensé. Donc si on repart à l'étranger, c'est vraiment pas pour cracher sur la France, c'est juste on a aussi envie de découvrir autre chose, et partir vivre à l'étranger c'est un bon moyen de découvrir autre chose. C'est marrant parce que d'habitude en fait, j'annonce pas trop ce genre de truc avant que ça se fasse, et en fait je me dis
toute façon il n'y a rien qui est fait, donc en fait je pense que j'ai rien à perdre de le dire. Sinon pour les autres envies que j'ai pour 2025, mis à part le fait de repartir vivre à l'étranger, mais ça je sais pas si ça se fera en 2025, j'aimerais bien dans tous les cas découvrir une nouvelle destination. Donc ça peut être une nouvelle ville, un nouveau pays, je sais pas, mais juste un nouvel endroit. Et j'aimerais bien qu'on puisse peut-être se faire 2 voyages en train. Je suis vraiment très portée sur le train depuis, je pense, le voyage en Italie qu'on a fait en train, où on aurait dû y aller en train, mais on n'a pas pu à cause de l'éboulement sur les voies. En fait, je trouve qu'on a quand même un réseau de train qui est genre vachement développé en Europe, et j'ai pas l'impression d'en avoir assez profité. Alors que, j'ai 30 ans et j'ai habité 23 ans de ma vie en Europe, quoi. Et je me dis que même si parfois sur certains trajets évidemment c'est plus long que l'avion, personnellement je pense que je préfère quand même privilégier le fait de me rendre dans certaines destinations en train si c'est possible plutôt qu'en avion. De manière générale, moi j'aime bien prendre le train. Moi j'ai redécouvert le train depuis que je suis rentrée en France il y a 3 ans et demi. Alors je sais, la SNCF a aussi ses petits défauts, mais moi je kiffe le train. Donc j'aimerais bien qu'on parte en voyage en train. Là comme ça, les destinations qui me tentent en train, j'aimerais bien prendre un des 2 trains de nuit qui vont à Berlin ou à Vienne. Sinon, j'adorerais aller à Édimbourg en train. Enfin, déjà aller à Édimbourg de manière générale, mais du coup en train. Et je pense que j'aimerais trop me faire, un espèce de petit road trip en Belgique. Alors dit comme ça, je suis bien d'accord que la Belgique n'est peut-être pas la destination la plus exotique, mais en fait, déjà je connais très mal la Belgique. J'ai pas mis les pieds à Bruxelles depuis genre 2017, je suis jamais allée à Bruges, je suis jamais allée à Anvers. J'ai 2 copines en Belgique aussi, donc ça peut être l'occasion d'aller les voir aussi. Et je sais pas, c'est des nouvelles destinations accessibles en train, donc c'est bon, tu vois. Donc ça c'est vraiment pour le côté voyage via l'étranger. Pour le côté freelance, boulot, j'aimerais bien trouver de nouveaux clients aussi, histoire de découvrir un peu de nouvelles missions, de nouveaux projets et tout, ça serait cool. Et donc comme je disais avant, j'aimerais bien accompagner quelques personnes à se lancer en freelance, ça je trouve ça trop bien. Et j'aimerais trop, j'ai eu l'idée il y a genre 2 semaines, j'aimerais trop, tu sais, organiser je sais pas comment on appelle ça, un webinaire, une masterclass, enfin c'est un truc en live, où en fait je parle vraiment des bases selon moi pour se lancer en freelance et en mode étude de cas où les personnes qui s'inscrivent au webinaire elles remplissent un questionnaire où elles détaillent vraiment tout le projet qu'elles auraient pour se lancer en freelance et moi pendant le live en gros je décortique un peu ces projets là pour donner des conseils un peu personnalisés. Je trouverais ça trop bien, j'aimerais trop, dis-moi si c'est une idée de merde mais moi je sais pas, j'aimerais bien. Et je pense aussi, ma dernière vraiment grosse envie pour 2025, c'est de retrouver un équilibre entre ma vie pro et le perso et juste moi. Parce que c'est bien aussi de savoir prendre des moments pour soi. Et c'est pour ça je pense que j'aimerais bien trouver un sport qui me convienne, mais pas pour perdre du poids ni rien. Déjà parce que moi perdre mon poids de grossesse, je n'en avais rien à foutre. Moi tout ce que j'avais dit c'est je veux pas devoir me racheter des jeans ou juste rentrer dans mes jeans. Je rentre dans mes jeans, donc c'est bon. Mais j'aimerais trouver un sport juste qui me défoule. J'ai pas encore trouvé. Mais parce que je suis pas très fan des cours, des sports de groupe, je suis pas très fan des cours. Je suis quelqu'un d'hyper solitaire, donc je sais pas encore. Mais j'espère en 2025 trouver un sport qui me plaise comme ça. Pas nécessairement pour y aller de manière hyper militaire, genre toutes les semaines et tout, mais savoir qu'il y a ce type de sport là que j'aime bien et que je peux faire pour me défouler, que ça soit chez moi ou parfois dans un studio, je sais pas. Donc voilà pour ma rétrospective 2024 et mes envies / intentions pour 2025. J'aime pas parler de résolution parce que je trouve que c'est trop de pression qu'on se met direct. Si déjà j'arrive à réaliser certains trucs de mes envies 2025, franchement je serais contente. Même si c'est que un, tu vois, je me disais toujours ça de prix quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est la première vidéo sur laquelle tu tombes sur ma chaîne, j'espère que t'auras pu en apprendre un peu plus sur moi de cette manière. Je trouve que ce genre de vidéo c'est toujours une bonne manière de commencer l'année et là du coup je te dis vraiment ce que j'ai envie de faire pour 2025, donc j'espère que ça va donner le ton sur cette chaîne pour cette année. Comme chaque année d'ailleurs, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires le type de vidéo que tu voudrais voir, qui t'inspirait, que tu auras envie que je fasse pour cette année. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!